Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. Le corps humain est une machine biologique extraordinaire, d'une complexité frisant la perfection. Si tout le monde connaît les grands détails de son fonctionnement et ses organes les plus importants, comme le cœur, les poumons ou le foie, il en est un qui reste encore aujourd'hui un mystère, le cerveau. Centre du système nerveux, lieu de la pensée, de la réflexion et de la mémoire, ce générateur électrique naturel tarde à nous dévoiler ses mystères. Le cerveau est constitué de deux parties principales que nous appelons les lobes droit et gauche, mais une quantité de glandes et autres micro-composants de cette machinerie de pointe viennent s'y ajouter. Parmi elles, nous pouvons citer l'hypothalamus ou l'hippocampe par exemple. Mais le sujet qui nous intéresse concerne une autre petite glande située au centre du cerveau, la glande pinéale. Extrêmement peu connue dans l'esprit général, cette petite glande joue pourtant un rôle primordial dans le comportement physiologique de l'être humain. Mais vous allez constater que sa véritable fonction est particulièrement surprenante, mais également bien connue de certains initiés depuis des milliers d'années. La glande pinéale est donc un minuscule organe de moins d'1 centimètre de long, placé au centre du cerveau. Il s'agit d'une glande endocrine dont la fonction physique est de sécréter et réguler la mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est donc par son bon fonctionnement physique que les humains peuvent s'endormir la nuit venue et s'éveiller quand le jour se lève. Son nom pinéal lui vient de son apparence en forme de pomme de pin. Nous avons donc, toutes et tous, une minuscule pomme de pin de quelques millimètres logée au centre même de notre cerveau. Cette définition de la glande pinéale concerne la vision scientifique et occidentale de cet organe, mais ce n'est pas la seule vision qui existe, loin de là. Vous allez constater que, depuis des siècles, voire des millénaires, les hommes ont utilisé la pomme de pin comme un signe discret mais récurrent à une forme de savoir, de vision, de contact éclairé, voire divin. Nous allons énumérer quelques exemples indéniables prouvant l'importance et la symbolique de la pomme de pin, et donc de la glande qui est rattachée, dans l'histoire de l'humanité. Parmi les plus anciennes gravures connues, nous trouvons les œuvres sumériennes, remontant à plus de 5000 ans. Nombre de ces représentations mettent en scène les dieux Anunnaki, et parmi ces gravures, nous pourrons remarquer une chose très intrigante. Certains de ces dieux tiennent dans leurs mains un objet peu commun, une pomme de pin. Il y a plus de 5000 ans, les hommes ont donc représenté les dieux, des êtres supérieurs censés avoir créé le monde et les hommes, non pas avec des armes redoutables ou des attributs extraordinaires, mais tenant dans leurs mains une pomme de pin, comme si ce cône symbolique représentait à lui seul la frontière entre les dieux et les hommes. On retrouve également la pomme de pin sur d'autres représentations et objets mésopotamiens, comme sur le sceptre du dieu Enki, orné des 2 serpents entrelacés. En Asie, on trouve plusieurs représentations de la pomme de pin sur des monuments ou des personnages spirituels. Au Cambodge, par exemple, les toits des temples d'Angkor sont ornés de gigantesques cônes de conifères, tournés vers le ciel. Ce symbolisme y est extrêmement amplifié, puisque les conifères ne sont pas des végétaux poussant naturellement dans cette région, ce qui démontre bien l'importance de ce symbole pour ces lieux.
Toujours en Asie, le légendaire Bouddha est également un représentant de la symbolique de la pomme de pin. En effet, nous pouvons le voir orné d'une coiffe semblable aux écailles des cônes de sapin. Tout comme pour la Mésopotamie, nous avons donc en Asie des représentations de pommes de pin associées aux dieux, à la spiritualité et à la connaissance. Pour toutes celles et ceux qui trouveraient que la Mésopotamie ou l'Asie sont des exemples trop exotiques et lointains, ne se rapportant pas à notre monde occidental judéo-chrétien, nous avons un dernier exemple qui devrait finir de les convaincre. Au cœur même de l'Europe et de la région chrétienne se trouve un État unique, le Vatican. Reconnu comme étant le siège de l'Église et de la papauté, savez-vous ce que l'on trouve au centre de la cour du musée du Vatican? Il ne s'agit ni d'une statue du Christ ou de Marie, mais on y voit une gigantesque pomme de pin. Cette sculpture de bronze de près de 4 mètres de haut date du second siècle après Jésus-Christ. Représentant le trait d'union entre le ciel et la terre, ce symbole se retrouve également sur le sceptre du pape. Il ne s'agit donc pas d'une coïncidence ou d'une simple vue d'artiste exposée au Vatican, mais bien d'un symbole fort et puissant, celui du lien entre le monde physique et spirituel, entre la terre et les cieux, entre les hommes et les dieux. Ces quelques exemples suffiront à démontrer que la pomme de pin est un symbole omniprésent sur le globe, quelle que soit la religion, l'époque ou le lieu. Le rapport entre le symbole de la pomme de pin et la glande pinéale peut nous être apporté par les écrits hindouistes et la culture asiatique en général. Comme nous l'avons vu plus tôt, cette minuscule glande de quelques millimètres tire son nom de sa forme. Le terme pinéal provient donc du rapprochement entre l'aspect de la glande et les cônes de pin. Tout comme l'organe du cœur est symbolisé par la forme et la couleur du cœur romantique, la glande pinéale connaît sa propre représentation au travers de la symbolique de la pomme de pin. La culture bouddhiste et hindouiste nous apprend que l'emplacement précis de cette glande correspond à l'un des 7 chakras principaux. En effet, au centre même de notre cerveau se trouve le 6e chakra, que nous nommons Ajna, considéré comme étant le 3e œil. La glande pinéale correspond donc à la présence de ce point énergétique dans notre corps. Ajna est le centre de l'intuition, de la clairvoyance. C'est une porte vers un savoir intérieur et supérieur. C'est en effet le 3e œil qui éveille la conscience à un monde immatériel supérieur. Cette définition asiatique de la glande pinéale corrobore parfaitement les observations des exemples précédents et appuie le fait que la symbolique de la pomme de pin soit reliée à la spiritualité, aux dieux et à la connaissance. Il semblerait donc que la glande pinéale soit une antenne biologique spirituelle, un récepteur organique placé au centre de notre cerveau, nous permettant de communiquer avec les mondes de l'invisible, de l'immatériel, pour voir au-delà de la matière. Mais si tout ceci est vrai, cette glande devrait posséder des attributs organiques lui permettant de réaliser ses fonctions. Par exemple, un œil permet de capter la lumière et d'envoyer l'information des formes et des couleurs au cerveau, ce que nous appelons communément la vision. Pour ce faire, l'œil possède des cellules spécifiques que nous appelons des cônes et des bâtonnets. La fonction de cet organe est donc lisible dans l'application de ces cellules. Pour le cœur, par exemple, dont le but est de pomper le sang et de l'envoyer dans l'organisme, il s'agit d'un muscle composé de cavités et de valves qui, par un jeu de contraction, exécute sa mission. Une fois de plus, la fonction de cet organe peut se lire dans l'application de ces cellules. Qu'en est-il maintenant de notre glande pinéale ? Comment pourrions-nous définir les applications nécessaires au fonctionnement d'un organe permettant de voir l'invisible, de ressentir l'impalpable ?
Bien évidemment, il est impossible de prouver par les lois scientifiques actuelles ce type de propriété biologique. Pourtant, certaines études réalisées sur la composition des cellules qui constituent la glande pinéale sont plus que troublantes. En effet, il a été démontré que certaines des cellules de la glande pinéale sont semblables aux cellules de la rétine de l'œil. Qui plus est, il s'agit de cellules nerveuses, donc qui transmettent une information. La glande pinéale semble donc être un troisième œil physique, profondément enfoui dans le cerveau. Bien évidemment, la lumière de notre environnement ne peut pas atteindre cette glande directement, en traversant la matière constituant le crâne. Mais la structure de ces cellules, de type rétine oculaire, démontre bien une fonction d'observation, d'acquisition d'une information. Et le fait qu'il s'agisse de cellules nerveuses démontre bien une transmission de cette information. La glande pinéale a donc la capacité de capter une information et de la transmettre au cerveau. S'il ne s'agit pas du sens de la vue à proprement parler, comme pour les yeux, cela peut tout à fait concerner d'autres types d'énergie, comme les champs magnétiques, les fréquences vibratoires ou toute autre forme d'énergie dont nous n'avons pas encore connaissance, ou plutôt dont nous n'avons plus connaissance, puisqu'il semblerait, au vu des legs du domaine spirituel, que nombre de personnes au cours des millénaires connaissaient parfaitement sa fonction précise. Tout semble donc démontrer que la glande pinéale agit dans notre cerveau comme une antenne captant des informations invisibles, permettant à ceux qui savent l'entendre de voir des mondes immatériels. Si l'on se réfère aux capacités du troisième œil hindouiste, Ajna, ses propriétés sont extrêmement proches, puisqu'il permet à celui qui l'active de voir le monde tel qu'il est réellement, ou plutôt de le percevoir, de comprendre la profondeur des choses, de ressentir la vibration de la vie, son énergie. Il est de ce fait le dernier chakra physique, et donc l'accomplissement de l'harmonisation des énergies du corps, tant physique que spirituelle. Cette définition du troisième œil corrobore parfaitement les faits scientifiques sur la nature des cellules rétiniennes de la glande pinéale, bien qu'elle ait été décrite il y a déjà des milliers d'années. Certaines personnes ont remarqué que la vue en coupe du cerveau ressemblait étrangement à un symbole primordial de l'Égypte antique. En effet, quand on observe une coupe du cerveau en son centre, on peut constater que la zone où se situe la glande pinéale ressemble étrangement à l'œil d'Horus. Ce symbole, également appelé œil Ujja, est associé à la vision de l'invisible, à la perception non matérielle. La transcription précise de l'écriture hiéroglyphique désignant ce symbole signifie l'œil préservé, ce qui correspond parfaitement à ce troisième œil protégé au centre du cerveau. Vous pouvez donc constater que le nombre de coïncidences autour de la glande pinéale et d'une fonction extrasensorielle liée au monde de l'invisible est extrêmement troublant. Si tout ceci est exact, vous êtes en droit de vous demander pourquoi ne peut-on pas naturellement se servir de cette glande pinéale afin de percevoir les mondes de l'invisible. La réponse à cette question tient en deux parties. Premièrement, l'utilisation de cette glande ne peut s'opérer que par une initiation, un apprentissage. Tout comme pour le langage, il s'agit d'un savoir se transmettant. Si vous souhaitez apprendre une langue étrangère, le braille ou la langue des signes par exemple, vous devez l'apprendre. Vous possédez pourtant tous les attributs physiques pour les utiliser. Vous avez une bouche, des cordes vocales, une langue, des mains et des doigts. Mais sans cet apprentissage, sans cette transmission, vous ne pourrez pas l'utiliser. La seconde raison pour laquelle nous ne pouvons pas librement utiliser les fonctions de notre glande pinéale est liée à notre mode de vie. La société occidentale moderne concentre tous les facteurs physiques et psychologiques bloquant ces fonctions. Tout d'abord, contrairement à la culture asiatique, où les chakras et donc le troisième œil sont profondément ancrés dans la pensée, pour la culture occidentale, cela se rapporte encore à des inepties ou à de la magie. Et si vous ne concevez pas un phénomène, vous ne pouvez pas le comprendre et l'appliquer.
Un autre facteur lié à notre société occidentale est quant à lui purement physique et de notre responsabilité, puisqu'il s'agit de notre alimentation. La glande pinéale agit comme un champ magnétique, attirant à elle les substances calcifiantes. De ce fait, l'alimentation industrielle moderne, les produits transformés et raffinés, nuisent à notre glande pinéale, en formant une véritable coquille minérale autour d'elle, et l'enfermant complètement sous une couche de tartre, l'empêchant ainsi de fonctionner comme un troisième œil. Les ennemis jurés de la glande pinéale sont le fluor et le chlore, abondamment présents dans l'eau courante et le dentifrice, que nous consommons chaque jour. Une alimentation beaucoup trop acide aggrave et accélère le phénomène de calcification de cette glande. Certaines études ont démontré que la plupart des personnes en fin de vie de notre société avaient une glande pinéale totalement calcifiée, emprisonnée dans une gangue minérale, bloquant de ce fait toute possibilité de perception et de réception d'informations. Ce phénomène de calcification n'empêche toutefois pas sa fonction endocrinienne, et même entièrement recouverte, la glande pinéale parviendra toujours à sécréter la mélatonine et à réguler les rythmes de vie et de sommeil. Son rôle physiologique n'est donc pas altéré, seule sa capacité de réception, de perception en est réduite, voire annihilée. Il existe toutefois certaines pratiques permettant d'amoindrir la calcification de la glande pinéale, voire de la détartrer. Si la cause de ce phénomène est notre alimentation, c'est donc par elle que nous trouverons la solution. Nous allons voir 3 pratiques simples pour empêcher le développement de cette gangue, voire pour la dissoudre. Premièrement, vous devez cesser de consommer l'eau courante du robinet. Comme nous l'avons vu précédemment, l'eau potable qui nous est délivrée dans nos habitations contient une quantité phénoménale de chlore et de calcaire, qui sont les principaux composants de la calcification de la glande pinéale. Consommez donc de préférence des eaux de source ou minérales. Deuxièmement, variez votre alimentation afin de maintenir votre organisme dans un niveau d'acidité le plus neutre possible. Nos aliments ont un niveau d'acidité qui conditionne par conséquent celui de notre corps. Et plus ce niveau est acide, plus la calcification de la glande pinéale est rapide et épaisse. Pensez donc à varier votre alimentation afin de rendre votre corps moins acide et plus alcalin, sans excès. Privilégiez donc les fruits et les légumes frais, les céréales complètes, et limitez au maximum les produits industriels, plats préparés, viande rouge, fast-food, soda et alcool. Troisièmement, buvez chaque matin, et à jeun de préférence, un grand verre d'eau alcaline. Cette boisson, extrêmement simple et peu coûteuse, permettra de compenser l'excès d'acidité de votre corps, lié à l'alimentation et au stress. Pour préparer cette boisson alcaline, vous n'aurez besoin que de 3 ingrédients: de l'eau de source, un citron bio et du gingembre. Pour la préparer, il vous suffit de laver un citron bio et de le découper en morceaux sans retirer la peau. Introduisez les morceaux dans une bouteille et remplissez-la d'eau de source. Ajoutez une demi-cuillère à café de gingembre moulu et laissez reposer à température ambiante pendant 24 heures. Vous aurez ainsi une eau alcaline idéale pour détartrer votre glande pinéale. En limitant l'absorption de fluor et de chlore, et en veillant à avoir une alimentation plus alcaline et moins acide, vous pourrez donc limiter la calcification de votre glande pinéale, et même parvenir, sur du long terme, à la détartrer. De ce fait, si elle n'est pas emprisonnée dans cette gangue minérale, elle pourra alors accomplir sa vraie fonction, celle de vous relier avec le monde spirituel, celui que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qui nous environne tous. Au vu de cette étude, il ne fait aucun doute que la glande pinéale, symbolisée sur toute la planète par la pomme de pin, est un organe mystérieux, dont la fonction spirituelle est connue depuis des millénaires.
Tous les cultes religieux et spirituels y apportent une importance capitale, sans pour autant délivrer l'information aux profanes. Tout ceci n'est pas pour autant caché ou dissimulé, puisqu'il suffit d'observer, de se questionner et de chercher pour comprendre. Libre à chacun de penser ce qu'il souhaite. Mais si autant de coïncidences se concentrent autour d'un même sujet, alors peut-être faudrait-il revoir la définition de ce mot et l'appeler vérité.